Elena était à jeun. Alors, qui est sur le plateau? Vous allez vous présenter, s'il vous plaît. Tout d'abord, quelle est votre profession? Je suis comédien, Votre situation familiale? marié, 3 enfants. Votre devise? Le monde est un livre, et celui qui n'a pas voyagé n'en a lu qu'une seule page. Et votre obsession dans la vie? La curiosité. Votre prénom et votre nom? Bonjour, je m'appelle Laurent Deutsch. Bonjour Laurent Deutsch. Vous venez me rejoindre. Vous êtes comédien, vous êtes passionné d'histoire, vous avez pulvérisé les ventes avec Métronome 1, Métronome 2. Et là, vous êtes pour nous parler. Bonjour. Bonjour, bon dimanche. Ben oui, vous avez mis votre petit pull marin. J'ai mis mon pull marin maintenant, C'est je bien. pars à l'aventure. C'est bien. Sur la terre incognita. Oui, l'aventure du théâtre, quoique vous connaissiez très bien les planches. Alors, on va parler de Bankable. C'est depuis mardi sur la scène du théâtre Montparnasse. Ce sont en fait les coulisses du cinéma. C'est-à-dire les coups bas, les calculs cupides, aussi la difficulté d'exister quand on prend de l'âge, et des tas de sujets en fait qui sont abordés dans cette pièce. On va l'évoquer tout à l'heure. Vous savez aussi dans l'émission, on aime bien revenir un petit peu en arrière. Et je voulais, comme vous êtes passionné d'histoire, on va parler aussi d'une femme qui a beaucoup compté pour John Kennedy, le président Kennedy. C'est Mary. Mary est une jeune femme qu'il a beaucoup aimée. C'était un amour secret entre deux, et une journaliste qui a été longtemps journaliste au Parisien et qui a écrit le journal de Mary viendra nous rejoindre tout à l'heure. Elle est sur le plateau, elle n'est pas loin, et elle viendra nous rejoindre. Je pense que ça va fortement vous intéresser parce que c'est vraiment un épisode en fait des Kennedy assez peu connu. Il paraît que vous aimez le vert. Le vert? Ouais, VRT. Ah oui, c'était ma couleur Non, préférée. pas le vert. J'aime aussi le vert. Mais non, c'est ma couleur préférée. J'ai les yeux verts. Donc voilà, je me suis identifié à Non, cette mais petite c'est particularité. rare pour un comédien. Oui, c'est une couleur assez bannie. maudite, bannie des plateaux, parce que historiquement, on entretenait la couleur avec de l'arsenic. Et c'était un poison, et les gens se sentaient pas bien dans des costumes verts. Voilà. Donc voilà pourquoi, petit à petit, on a chassé le vert des plateaux. Alors vous qui aimez tant l'histoire, qui aimez aussi le passé, le raconter, est-ce que vous aimez revenir sur votre passé? Ça ne me dérange pas, mais après, il ne faut pas que ce soit trop entravant et Ou que intrusif. cette mélancolie agréable de regarder dans le rétroviseur se transforme en nostalgie paralysante qui vous empêche d'avancer et de vous rendre compte que le bonheur est devant et non pas derrière. Que faisaient vos parents? Mon père était huissier de justice et ma mère était femme au foyer. Vous avez grandi à Sablé-sur-Sarthe. Oui, chez François Fillon. C'est un point commun avec lui. Oui. C'est le seul? Mais j'ai été élevé par Pénélope. Votre vie, est-ce qu'elle était très réglée chez vous ou Oui. c'était bohème? Non, c'était extrêmement réglé. Extrêmement réglé. Et d'ailleurs, comme tous les enfants, je détestais tout ce qui sortait du cadre. J'aimais bien les choses soigneusement organisées, bornées, pour les préparer, pour les savourer 2 fois, avoir la sensation de me dire que ah oui, tout à l'heure il y aura le goûter, après on va faire la petite promenade. Moi j'aimais bien ça. Tout était maîtrisé. Ouais. Et les enfants, je crois, n'aiment pas trop les surprises. Ils aiment bien quand les choses sont en place. À 12 ans, vous partez de chez vous. Vous allez à Nantes, Oui. et là vous allez faire sport-études au Football Club de Football Nantes, Club de bien Nantes, évidemment. le grand FC Nantes de Jean-Claude Suaudeau à l'époque. Un peu moins bien maintenant. Ils sont moins bien, ils ont été pas mal l'année dernière, là ils sont un peu moins bons, mais par contre on peut se targuer d'avoir le meilleur public de France, de supporters. Enfin je m'identifie aux Nantais alors que je suis parisien depuis 25 ans, mais c'est vrai que j'ai regardé Nantes de très près quand j'étais ado. Ouais. Qu'est-ce que ça vous a apporté, cette émancipation très rapide? Ben, ça m'a apporté le fait d'être responsable très tôt. D'ailleurs je me souviens quand je suis 12 revenu... ans, hein, Ouais, de 12 ans à 15 ans. Très jeune. Et je me souviens quand je suis revenu à Paris, j'ai réintégré le lycée, puisqu'en sport-études, on est encore dans une filière classique, avec des études le matin et du sport l'après-midi. Et donc comme on m'a ensuite invité à sortir, parce que j'étais pas physiquement prédisposé pour pouvoir continuer... Grande désillusion hein, pour vous. Ah ben complot. Complot. J'étais persuadé que les Nantais qui se sentent bretons en voulaient aux gens des Pays de la Loire, qui sont à l'intérieur des terres. C'est pour ça que je me balade avec mon pull marin maintenant, pour essayer de montrer aux Nantais que moi aussi, j'ai le goût de la mer, de la Bretagne, de la cornemuse, de la bombarde et du bignou, quoi. Je suis breton aussi, même si je suis à Sablé. Et non, oui, j'étais déçu, j'étais Vous persuadé. n'êtes pas Sablé, vous êtes Galette, vous. Ouais, les petits, comment c'est, les petits beurres? Non, les petits sablés, moi je suis plutôt petit sablé. Et donc oui, j'étais sûr que c'était pas à cause de moi qu'on m'avait chassé, c'était qu'il y avait quelqu'un d'autre qu'il fallait privilégier sur moi. J'étais certain et persuadé qu'il y avait une injustice dans cette histoire. Quand vous êtes arrivé à Paris, vous avez 16 ans, ça vous est rêvé la capitale? Oui, parce que comme j'habitais à la campagne,
c'était une ville qui s'éteignait à 18h, qui était rattrapée par la forêt, par l'obscurité, par la pénombre. J'avais la sensation que tout s'éteignait, que c'était une ville morte à partir de 18h en province, à la campagne, alors que Paris était au contraire une ville qui résistait à l'obscurité, une ville debout, qui se dressait comme ça, qui arrivait à vaincre la nuit, avec les phares des voitures, avec les carottes des bureaux de tabac, les croix des pharmacies qui clignotaient. J'avais la sensation que c'était le jour au milieu de la nuit et qu'il ne pouvait rien m'arriver. Je me sentais rassuré et je me disais, bah tiens, si j'arrive pas à m'endormir, ce qui est une angoisse quand on est petit, de ne pas dormir alors que tout le monde dort autour de vous, eh ben, je me disais, à Paris, au moins, je sais qu'il y aura un voisin qui ne dormira pas non plus. Je sais que j'aurai la sensation que ça continue à vivre autour de moi. C'est rassurant. Ah, vous avez commencé les castings, donc la comédie. En même temps, en parallèle, vous étudiez la philo, le hongrois oui, aussi. Oui, orientale, parce Ouais. que je parlais vraiment très très mal et j'en ai eu assez qu'on dise que je parlais petit nègre et que j'étais pas capable de prononcer une phrase correctement. Donc j'ai fait des études pour mieux maîtriser la Mais langue. vous vous destiniez à quel métier? J'en savais trop rien, je voulais tout faire, comme j'étais curieux, ça allait Même la de... police, non? Oui, Vous oui, vouliez rentrer à la je police? voulais être enquêteur. Je voulais ce que les gens regardent beaucoup à la télé, là, toutes ces séries policières qui sont passionnantes d'investigation. Moi, je voulais le vivre. Je voulais pas le regarder, je voulais le vivre. Remonter des grandes enquêtes à Interpol sur les grandes filières de vol de voitures en Europe de l'Est. Ça me plaisait bien, ouais, de résoudre des énigmes. Et c'est finalement ce que j'ai fait après pour mon travail d'auteur. La suite, elle nous est racontée par Alexandra Garde. Parlez-moi de lui. Lui, c'est Laurent Deutsch, notre remède contre l'ennui. Vous connaissez le mot ennui? Oui, je le fuis comme la peste. Vous êtes un peu comme ce lapin pressé que vous doublez. Seconde, 4, 5. Avec vous, pas de temps mort, mais un débit mitraillette qui nous a obligés à vous bâillonner la dernière fois. Un siècle de sa mort. Merci. Mais toute cette énergie vous rend assez sociable finalement. On vous donne un ballon, vous jouez. C'est ma première passion. On vous donne une épée, vous pointez. Le XVIIe siècle, c'est mon siècle préféré. À vrai dire, vous êtes un drôle d'oiseau. Ça tombe bien, vu que je suis le dernier mâle de mon espèce. Oui, un vrai mâle, anti-morosité et par les temps qui courent. D'ailleurs, vous préconisez le rire sous toutes ses formes. On n'a pas arrêté de délirer, c'est bien simple, on n'a pas arrêté de délirer dans une... Ça commence au cinéma avec Jamel, dans Le ciel, les oiseaux et ta mère, et ça continue avec Jet Set, Astérix, Ripou 3 ou Visiteur 3, des grosses comédies populaires. Puisses-tu fleurir d'âge en âge et couvrir nos derniers neveux. Contre l'ennui, vous imposez la boulimie. Je vais te sauter dessus, te manger dessous, je vais te broyer, te croquer, te mâchonner, petite souris. Boulimie du travail, bien sûr. Hein. Car vous multipliez les rôles et les références historiques au théâtre comme au cinéma, Comme un sauvage. devenant Mozart, mais aussi Sartre ou La Fontaine. Même Kerviel vous inspire. Serait-ce son côté hyperactif? Ça s'arrête plus, ça s'arrête plus, ça s'arrête plus, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et pour les Parisiens qui oseraient encore s'ennuyer, vous écrivez Métronome 1 et 2, un best-seller qui raconte le pari intime qu'ils foulent de leurs pieds et dont le premier tome s'est vendu à 1 600 000 exemplaires. Plutôt rentable comme remède, non? Quelque chose à ajouter? Y a qu'à s'aimer, y a plus qu'à se taire, qu'à la fermer. Laurent, quand vous voyez C'est le... effrayant de voir sa vie Mais défiler oui, comme ça. c'est ça, un résumé en 1 minute 30. Vous diriez quel est le fil directeur de votre parcours? L'envie de raconter des histoires, l'envie de transmettre, l'envie de me dire que je vais partager quelque chose avec quelqu'un, qui va m'apprendre quelque chose, que je vais lui apprendre quelque chose et qu'on se sentira plus intelligent en posant sa tête sur son oreiller le soir et en se disant, en s'invitant à un voyage. Moi, tous les livres que j'écris, c'est des livres qui traitent avant tout du quotidien, de la géographie. L'histoire n'est qu'un prétexte pour inviter les gens à sortir de chez eux et de s'intéresser sur ce qui les entoure immédiatement, gratuitement, dans ce qui leur appartient, leur héritage, puisqu'on vit dans un pays qui est un héritage et on en est les jouisseurs, et de leur dire, mais regardez, regardez, poussez cette porte, tournez-la à droite. Tout en divertissant. En captivant, ouais, bien sûr, en captivant, en les passionnant, en les excitant et en allumant quelque chose chez eux qui sera l'envie de se renseigner et de sortir, voilà, d'élargir leur horizon. Est-ce que vous vous souvenez de vous, très jeune comédien? Oui. Ah ouais, quand j'ai commencé à 15 ans, ouais, je prenais pas ce métier au sérieux. Ça s'appelait Les Intrépides? Les Intrépides, ouais. Oh là là. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est cette balise. C'est papa qui me l'a rapporté. Tous les soldats américains en portent. Ça permet de savoir exactement où ils sont. J'aimerais bien la poser sur le camion parce que je le perds sans arrêt. Ça marchera jamais. Qu'est-ce que vous lui dites à ce garçon qui a 18 ans et qui jouait d'ailleurs un rôle beaucoup plus jeune, hein, de 15 ans?
Je lui dis, là, il a 15 ans et il veut grandir. Il veut à tout prix devenir un homme. Il en a marre d'être dans ce petit corps d'enfant qui d'ailleurs m'a entraîné à arrêter le foot parce que c'était à cet âge-là que j'ai arrêté à Nantes parce qu'ils m'ont dit, si tu restes avec nous, tu prends les hormones de croissance et on déclenche ta puberté pour que tu puisses te muscler et participer aux travaux athlétiques. Et vous avez hésité avec vos parents? J'ai hésité et mon père m'a dit de ne pas le faire parce que ça aurait abîmé et ralenti ma croissance. J'aurais été encore plus petit que maintenant. Vous le regrettez? À l'époque, là, je le regrettais énormément. Ouais. Là, je me rappelle de ce tournage, enfin des Intrépides, qui était quand même un tournage, un moment heureux, mais dont je profitais certainement pas assez parce que j'avais cette indigestion encore qui passait pas, ce sentiment d'avoir essuyé un lourd échec. Et oui, j'étais dans le ressentiment à l'époque, un peu. La douleur? Ouais, la tristesse. Ouais. Physiquement, vous êtes accepté à partir de quel âge? Je me suis accepté quand j'ai commencé à enquiller les perles à la télé, au cinéma, que je me suis rendu compte que mon physique devenait un atout, puisque j'ai été pris dans cette série parce que j'avais donc 16 ans et que j'en faisais 8. Et ça permettait de détourner la DAS. Vous savez, la DAS qui heureusement surveille les enfants, les empêche de travailler trop, de manière trop longue comme les adultes, on les séquence un peu leur travail. Et moi, eh ben, comme j'avais 16 ans, il n'y a pas besoin de séquencer, on pouvait me faire travailler comme un sourd, et c'est ce qui fait que j'ai été pris. Et votre voix, ça a été un obstacle à un moment donné? Bah, quand vous êtes au téléphone, quand vous êtes jeune, oui, quand vous êtes un petit garçon de 16 ans, vous avez envie d'être un grand. Et quand on décroche au téléphone et qu'on fait « Tiens, bonjour mon petit » ou « Bonjour madame, est-ce que ton père est là ?» Et c'est vrai encore aujourd'hui? Non, je m'applique au téléphone quand je réponds, je prends une grosse voix à chaque coup. « Allô, qu'est-ce que tu me veux ?» Là, je suis sûr qu'il se dit que c'est un mec. Mais c'est vrai que vous êtes un petit gabarit, quoi. Ouais. Vous Vous pesez avez remarqué, vous aussi? Non, mais vous pesez combien? 60 pour 1m70, madame. À la toise, à l'armée. Belle mensuration. Bon, je suis pas épais, quoi, je suis un criquet. Mais il en faut, hein, il faut de tout. C'est grâce à des mecs comme moi que les gens se sentent balèzes et gros. Il en faut des petits, pour comparer. Donc je dis toujours, hein, gros balèze, je dis t'as de la chance que je sois petit. Parce que c'est grâce à moi que tu te sens grand. Est-ce que vous avez connu, Laurent, des galères, des découragements, même des moments presque de dépression? Oui, oui, comme tout le monde. Mais avec ce métier? Oui, oui, j'ai eu des moments où j'y croyais pas, ou des moments où... À un moment où on proposait systématiquement les mêmes rôles dans des comédies que je trouvais faciles, où j'avais la sensation de me diluer, de me reproduire, de rien faire de neuf. Et c'est vrai que le théâtre, en 2004, a été tout d'un coup pour moi une ouverture vers un monde nouveau qui était celui de l'histoire en tant que telle, puisque j'ai joué Mozart, donc je me suis retrouvé au XVIIIe siècle, avec des codes du XVIIIe siècle, avec des costumes, avec des épées, avec des perruques. Et là, je me suis dit, incroyable, mon métier peut me permettre de voyager dans le temps. Et comme j'étais un grand passionné par l'histoire et que j'adorais voyager dans le temps, et bien, je me suis dit, oulala, il faut absolument que j'associe mon métier avec ma passion. Et c'est né sur les planches de théâtre grâce à mon directeur et un metteur en scène qui s'appelle Stéphane Hillel, parce qu'en plus, j'ai rencontré ma femme, puisqu'on a vu un extrait, et c'est ma femme avec qui je joue à l'époque. Donc ça a été pour moi un tournant à 180 degrés à tous les niveaux. Vous pensez être un bon acteur? Bon, je ne sais pas ce que c'est qu'un bon acteur. Je crois qu'il y a surtout des... On fait de vous un bon acteur comme d'un mauvais acteur. Je crois qu'il faut avoir... il faut être inspiré, et pour être inspiré, pour avoir envie, il faut rencontrer un rôle. Je crois que ce qui fait de nous de bons acteurs, ce sont les rôles qui nous font. Je crois que finalement, et d'ailleurs c'est marrant parce qu'il en parle dans la pièce, ce qui nous fait, c'est nos rôles. On n'est pas autre chose, comme dirait Sartre, que la manifestation de nos actes. Et acteur, c'est ce qu'on incarne. Et quand le rôle n'est pas bon, et ben, l'acteur est mauvais. Vous en voulez un peu au cinéma de vous snobber? Oh non, mais il ne me snobe pas le cinéma. Bah, je suis moins présent parce que ça fait 25 ans que je fais ce métier. J'ai eu des périodes où on me proposait, on me demandait, on me désirait beaucoup. Maintenant, on me désire un petit peu moins. Et en même temps, je choisis peut-être un peu plus du fait que j'ai une vie de famille et j'ai 3 enfants et je ne peux pas tout accepter. Donc, non, tout va bien. J'ai pas de... Oh non, honnêtement, j'ai beaucoup de chance, quoi. J'en veux à personne. Ah, vous êtes de retour sur scène dans Bankable. Alors, Bankable, hein, tout le monde sait, mais c'est du jargon cinématographique. Hein. Ça veut dire que... Rentable. On est rentable. C'est terrible. Mais c'est au Théâtre Montparnasse. C'est une pièce de Philippe Madral et mise en scène par Daniel Collat. Et c'est vrai que j'ai eu le privilège de voir la répétition lundi dernier. Et je me suis dit, c'est vrai que c'est un rôle, en fait... fait sur mesure presque pour vous. Je trouve qu'il vous correspond vraiment très bien. Qu'est-ce qui vous a intéressé, qu'est-ce qui vous a séduit en fait dans la pièce elle-même? Parce que ça parle des coulisses du cinéma, comment on monte un film. C'est assez cruel et c'est même très cynique. Oui,
petit peu tout ça. La réponse est dans votre question. C'est ça qui m'a plu. Et puis c'est aussi le fait que j'adore le cinéma de Woody Allen et que mon personnage ressemble cruellement, dangereusement à Woody Allen. C'est un mec qui est persuadé qu'il va mourir tous les 30 mètres, donc qui est très fragile, Hypochondriaque. qui est complètement malade, persuadé que dès qu'il serre une main, eh ben, il va perdre le bras. Et il est drôle pour ça, parce qu'il est exagéré. Il y a moyen de le rendre assez, pas grotesque, mais très, très, très absurde dans ses réactions. Un Quoi, peu dans caricatural même. Ouais, oui. Je pense que Woody Allen, dans son cinéma, par moments, il y a un cynisme, il y a une ironie, il y a une intelligence hallucinante, mais il y a une grosse caricature par moments du scénariste, de tout ce qu'on veut. Mais en même temps, Woody Allen, il représente, il manifeste un peu tout ça. Cette espèce d'anxiété, cette névrose. On sent que le gars est pas tranquille, alors qu'à côté de lui, il a les plus belles femmes du monde pour le rassurer. Quand vous vivez avec Diane Keaton, comment ça peut mal se passer? Ça n'est pas possible, Woody. Je vais te montrer comment ça peut se passer forcément bien avec Diane Keaton, quoi. Vous évoquez avec vérité comme ça les coulisses du cinéma. Est-ce que c'est pas le démystifier? Oh bah, il y a longtemps, je pense que chacun sait un peu comment ça fonctionne. Et Vous croyez ça? Oui, c'est comme dans tous les domaines aujourd'hui. C'est une usine, c'est une industrie qui doit créer de la richesse, qui doit créer de l'argent. Et pour créer de l'argent, il y a plusieurs méthodes. Et par moments, on a tendance à céder un peu trop à des compromis, à des évidences, à des dénominateurs communs qui font que le film perd peut-être en puissance, en originalité, en quelque chose d'un peu plus singulier, comme ça, qui va chercher élitiste, Pointu, ou je sais rien, ouais. pointu, et qui va vers quelque chose de plus facile, de plus efficace, mais parce qu'on se rassure en se disant, bah là, ça fera plus d'entrées. Le cinéma englobe tout ça, mais c'est pareil pour tous les domaines de Mais la vie. néanmoins, il y a quand même plus de névrose, non, dans le cinéma. Ah bah, je pense, et puis vous savez, à force d'être interviewé comme on l'est par vous, on finit par se sentir intelligent, se sentir intéressant. Tiens, bah, c'est à nous qu'on demande la parole, c'est à nous qu'on demande notre opinion, etc. Donc il y a un gros danger pour un acteur ou quelqu'un comme ça qui est sous les projecteurs, c'est de se sentir et de se croire vraiment intelligent et de se prendre pour le messie. Vous êtes bankable? Je l'ai été au cinéma, je le suis plus, je suis pas trop. Là, je suis ce qu'on appelle casting intermédiaire, c'est-à-dire qu'on peut me faire confiance, mais il faut lire l'histoire quand même. Casting intermédiaire, ça existe ça. Ouais, quand on pense pas à l'acteur bankable, ben, on va se rabattre sur une deuxième liste dans Mais laquelle je fais partie. au théâtre, vous C'est l'êtes. la D2, je suis dans la D2. Mais bon, il y a de bonnes équipes hein, en D2, il y a Laval, il y a... Mais au théâtre, vous l'êtes, bankable. Oui. Ouais. Ouais, Parce au que théâtre, vous j'ai êtes la à chance l'affiche. On monte des projets sur moi au théâtre sans trop réfléchir. D'ailleurs, attention, il faut réfléchir quand même. Quel est votre pire souvenir de tournage, vous? J'ai une mémoire sélective qui fait que je garde que les bons souvenirs. J'évite. Il y a un souvenir un peu marrant. J'ai fait un film en Hongrie il y a quelques années. J'étais très fier, puisque donc, je jouais un Hongrois. Et je découvre le film à En Budapest. hongrois. En hongrois, ouais, je découvre le film et je me rends compte que je parle super bien. Mais vraiment bien, quoi. Je me dis, putain, non seulement ça passait, quoi. Et j'avais pas d'accent, super, je suis hyper fier. Et le réalisateur vient à la fin, il vient, excuse-moi, hein, on a dû te doubler, hein, t'as vu, parce qu'on n'y croyait pas, hein, t'as un espèce d'accent russe, là, ça marchait pas. Voilà. Et ils avaient doublé avec un mec qui avait une voix proche de la mienne, et moi je pensais que c'était moi. Ouais, voilà, ça calme. On n'est que les ingrédients d'une recette quand on est comédien. Au théâtre, un peu moins, mais au cinéma, en tout cas, complètement, on peut faire ce qu'on veut de nous.